Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Malaise au sein de l'APR au lendemain du remaniement ministériel. Yakham Mbaye annonce sa démission de la formation politique dirigée par Macky Sall à Dagana. Les populations protestent contre l'éviction de Mankeur Ndiaye à la tête du ministère des Affaires étrangères. À Ziguinchor, les populations protestent contre l'exploitation du zircon dans le sud du pays. Elles ont battu le macadam pour marquer leur désapprobation. À Kaolack, les Sotoriaux hantent le sommeil des paysans. Sur place, la protection des végétaux sonne la mobilisation pour faire face à ces envahisseurs. Notre dossier du dimanche s'intéresse aujourd'hui à la baie de Anne, placée parmi les plus belles plages du monde dans un passé récent. Elle subit aujourd'hui les conséquences d'une grave pollution liée à 95% aux déchets industriels. Afrobasket 3/3 pour les Lions du Sénégal. Les hommes de Porfirio Fissac de Diego sont venus à bout du Mozambique. Ils finissent leaders de leur groupe avant de voyager à Tunis pour le reste de la compétition. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Yakham Mbaye démissionne de l'APR, parti au pouvoir. L'ancien secrétaire d'État à la communication digérait-il mal sa sortie du nouveau gouvernement officialisé jeudi dernier? Pour l'heure, il n'a pas fait de déclaration. Les détails avec Mambiram Diouf. Il a été victime de la suppression des secrétaires d'État dans le nouveau gouvernement. Yakham Mbaye, nommé secrétaire d'État à la communication par le décret numéro 2014-851 portant nomination des secrétaires d'État, n'a pu certainement pas digérer sa mise à l'écart de la nouvelle équipe que dirige Mohamed Boun Abdallah Dionne. Yakham Mbaye vivrait difficilement cela, une situation inconfortable suffisante pour présenter sa démission de l'APR, parti au pouvoir. Le désormais ex-membre du secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République, responsable politique à la Médina, ancien directeur de publication du quotidien Le Populaire et de Libération, a la réputation d'être loyal dans l'amitié qui le lie à la famille présidentielle, en l'occurrence Aliou Sall, le frère cadet du président Macky Sall et de la première dame Marième Faye Sall. Homme de l'ombre dans le pilotage de nombreux dossiers par l'actuel occupant du palais de la République avant même son accession au pouvoir, Yakham Mbaye, dont la déclaration est toujours attendue sur sa démission de l'APR, donnera les raisons de sa décision. Mambiram Diouf, Pape Amadou Fall juge maladroite la réaction de Youssou Touré et Thérèse Faye après la composition du nouveau gouvernement. L'analyste politique pense que ces agissements ne font que décrédibiliser les politiciens. Il a rencontré nos reporters Cheikh Hassan Affal et Diafaraba. Déplorable, c'est le mot qu'utilise le journaliste analyste politique Pape Amadou Fall pour qualifier les sorties de Youssou Touré et Thérèse Faye après la constitution du nouveau gouvernement de Mohamed Boun Abdallah Dionne. Autant pour Thérèse Faye que pour Youssou Touré, ils se sont déconsidérés. Et cela ne fait honneur à personne que d'entendre des responsables dans un pays dire « je n'ai pas été choisi ». Non, 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 non. Ça, c'est un manque de dignité absolue. Des actions qui peuvent être un aveu d'incompétence. Ce qu'il y a d'intéressant dans le choix d'un ministre, ce n'est pas sa famille, ce n'est pas son portefeuille, mais c'est la compétence qu'il apporte au pays. C'est cela qui est déterminant. Si vous ne pouvez pas considérer cela, oui, quand on vous dit que vous chutez, en ce moment, cela vous fait extrêmement mal. Certains sont partis, on ne les a pas entendus, parce qu'ils ont de la compétence, ils savent qu'ils peuvent rebondir ailleurs et sans problème, sans aucun état d'âme. Des agissements qui, selon lui, participent un peu plus à la perte de crédibilité des politiciens vis-à-vis de la population. En les entendant, autant Youssou Touré que Thérèse Faye, c'est laissez-moi encore là pour servir mon pays. Mais les gens vont le dire en se disant, mais c'est plutôt laissez-moi là pour que je remplisse davantage mon portefeuille. Que le politique, d'une certaine manière, dans ce pays aujourd'hui, déconsidéré. Le politique, les gens considèrent qu'il est là simplement pour se servir et non pas pour servir la patrie, pour servir le pays, malheureusement. Et le journaliste Pape Amadou Fall de donner un dernier conseil aux hommes politiques de ce pays. Vous savez, la République n'a jamais d'état d'âme. Elle ne doit pas en avoir. Et ceux qui sont au service de la République doivent savoir
garder leur dignité, parce qu'on les considère comme des valeurs. À propos du départ de Mankeur Ndiaye du gouvernement, les populations de Dagana ont arboré des brassards rouges pour dénoncer l'éviction de l'ancien ministre des Affaires étrangères. Les responsables APR de la localité demandent au chef de l'État de rectifier le tir avant 2019. Leurs propos sont recueillis par nos correspondants sur place, Ousseynou Diop et Habib Seck. C'est Dagana vraiment qui est notre objectif premier. Nous, avec nos grands responsables, nous avons mouillé le maillot, nous avons fait l'impossible, nous avons créé l'événement historique du 30 juillet qui sera toujours gravé dans l'histoire du Sénégal. Vraiment, nous Dagana, nous vous demandons si nous devons être ensemble pour 2019, pour le second mandat. Vraiment, Monsieur le Président, regardez Dagana, reconsidérez Dagana. Et je le dirai, peut-être lui, notre directeur général ne veut pas que l'on prononce son nom, mais si, Monsieur le Président, nous vous demandons, notre cher Président, nous sommes toujours avec vous et nous serons toujours avec vous en 2019. S'il vous plaît, pour le Wallo, pour Dagana, vraiment, il faut vraiment et nécessairement faire évoluer nos Daganois. Et puis la marche de protestation contre l'exploitation du zircon dans le sud du pays. Des centaines de personnes ont battu le macadam pour dire non à l'exploitation du zircon. Là-dessus, nous écoutons Ousmane Sané, leur porte-parole. Il est interrogé par Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Le projet a besoin de l'aval de la population. La population, à l'unanimité, il n'y a pas une seule personne qui est favorable à ce projet. Ce qui veut dire que la population a rejeté ce projet. Nous pensons que l'État avait renoncé à ce projet. Le ministre Ali Ngouille a bien autorisé l'exploitation du zircon de Niafran. Le pourquoi du non, pour ce qui concerne l'écosystème de Niafran, c'est une bande de 6 km, 100 à 150 mètres de large par endroit. Vous avez les rizières, vous avez les habitations, vous avez les plantations. Prélever 5000 tonnes de zircon par an, le multiplier par 3 ou pendant 5 ans, ça fait des millions de tonnes. Il le remplace par quoi? Sans compter les arbres qui sont là depuis plus de 100 ans. Ça va précipiter l'eau, ça se voit tout de suite. C'est ce qui a valu notre déplacement pour venir symboliquement ici à Ziguinchor manifester pour exprimer notre non à l'exploitation de ce zircon à Niafran, mais aussi sur les côtes casamassines. Nous restons dans le sud du pays avec la coupe abusive de bois dans la commune de Karantaba. Des tonnes de bois coupés et acheminés en Gambie et à Dakar. Des populations de la localité ont saisi du matériel des trafiquants, ce qui a fait naître une vive tension sur place. Les détails avec Bakary Conté et Salah Samb. La forêt de Karantaba pillée, complètement détruite par des trafiquants. Selon les populations, chaque semaine, des tonnes et des tonnes de bois quittent la zone de Souna Karantaba, destination la Gambie et la capitale Dakar. Et depuis 4 ans, on a constaté que dans nos forêts sont victimes d'une exploitation excessive de la part d'un groupe d'individus dont un certain renommé Kara est à la tête. Il présente avoir du permis de coupure. Or, un permis de coupure s'obtient à base d'une attestation préalable délivrée par la municipalité locale, avec l'accord du chef du village et surtout celui de la population. Et il se trouve que la population et le chef du village n'ont pas été avisés. Selon les jeunes de la commune, aucune autorisation n'a été livrée. Ils ont donné une autorisation pour l'année 2016, on l'a vu dans le discours. Mais pour cette année 2017, aucune autorisation n'a été donnée par ces exploitants, ni par le chef de maire, ni par l'accord du chef du village. Nous avons amené beaucoup de combats. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas obtenu gain de cause. Les populations ont décidé de saisir tout le matériel de ces exploitants. Mais en attendant, la population va prendre ces mesures. La population a déclaré un départ immédiat de Kara et aussi saisir ces matériaux une fois que ces derniers se présentaient dans les forêts du village. Elle demande aux autorités de réagir le plus rapidement possible pour éviter le pire.
Parlons à présent d'agriculture avec la protection des végétaux. À Kaolack, 3 catégories de sauteriaux ont été constatées sur le terrain selon la division de défense des cultures. Les unités sont mobilisées pour faire face à ces envahisseurs. Là-dessus, nous écoutons Ousmane Diène, chef d'équipe de la protection des végétaux. Il est interrogé par Ibrahima Diamé. Ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est une infestation de complexes de sauteriaux avec une domination de Crosseria angulifera, de Cateloipus sembiferis et ensuite de Irreguliphis daganensis. C'est ça que nous avons vu, avec de très fortes concentrations au niveau des jachères, au rebord des cultures également, une forte concentration, avec des dégâts, quelques dégâts sur le rebord des champs d'après notre propre constat. Il faut dire que nous avons appris l'information hier, un peu tard dans l'après-midi. Et dès que nous l'avons appris, on a tout fait pour dépêcher une unité le matin, suivi d'une autre unité qui est arrivée aujourd'hui, je crois, en début d'après-midi. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, nous avons 2 unités de protection des végétaux, avec une capacité de traitement pour chacune d'au moins 100 hectares par jour. Donc si on met 100 hectares par jour par unité, ça nous fait 200 hectares au moins à 300 par jour. Et j'ose croire que maintenant, avec cette capacité, on peut faire 4-5 villages en très peu de temps. Alors, le produit que nous utilisons est un produit qui a une forte concentration. Ça s'appelle du Fénical 400. On demande aux producteurs de nous laisser travailler et sans pression. Et Inch'Allah, sous peu de temps, le problème pourra être résolu. Gestion de l'environnement dans la zone de Rufisque et environ, les vacances vertes initiées pour faire face à cette préoccupation intéressent les populations. Pour la municipalité de Rufisque, cette initiative est en phase avec les politiques en matière de gestion de l'environnement. Plus de détails avec nos correspondants sur place, Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Des quartiers, des marchés et des plages propres, telle est l'initiative des vacances vertes à pied d'œuvre à Rufisque. Les populations soient conscientes que c'est à elles de tout faire pour entretenir leur quartier. Ça, c'est très important et c'est ça l'objectif des vacances vertes aujourd'hui. L'objectif des vacances vertes, c'est de promouvoir l'éducation environnementale partout à Dakar pour la première édition, qui ne concerne que la région de Dakar. Donc, on l'a dit, c'est des plages propres, des marchés propres et des quartiers propres. L'objectif des vacances vertes, l'éducation environnementale. Chez les populations bénéficiaires de ces opérations de nettoiement, elles s'engagent à respecter le suivi pour un bon cadre de vie. Nous remercions vraiment ce programme-là, puisque c'est un programme qui est venu à son heure. On a toujours dit que c'est bien de nettoyer, mais ne pas salir, c'est mieux. Et nous allons adopter à notre niveau une organisation qui va empêcher à ces populations-là de ne plus salir. Du côté de la municipalité, cette initiative sanitaire recoupe leur politique en matière de gestion environnementale. Je dis souvent que les Rufisquois disaient « Oui, j'habite à côté de Rufisque » alors que c'est des Rufisquois de bon temps, parce que la ville est sale. Et on nous a toujours dit « Rufisque, ville sale ». Il faudra que le maire et son équipe se débrouillent pour trouver une solution. Si vous venez, vous, avec votre coup de pouce, nous dire « Attention, passez par là », pour une ville verte, mais nous ne sommes que preneurs. Nous vous remercions beaucoup. Nous pensons que le message est bien compris et les populations vont s'atteler à la tâche et faire de leur ville, une ville acceptable. Après la région de Dakar pour cette première édition, les initiateurs de ces vacances vertes comptent élargir ce concept dans les autres régions du pays. Voilà la pratique de l'excision qui perd du terrain dans le sud du pays. Sont passés par là la répression, la sensibilisation et les conséquences médicales. Les populations sont de plus en plus conscients du danger. Des détails avec notre correspondant à Kolda, Abdoulaye Diallo. Même si nous sommes loin de l'abolition totale des mutilations génitales féminines, mais la pratique de l'excision gagne de moins en moins du terrain dans le sud du pays. C'est le cas à Sarendoma et Saregolo dans le département de Kolda. On n'avait pas compris tout ce qu'il y avait comme conséquence autour de l'excision, mais depuis que des gens comme ceux de Tostan sont passés par là, depuis lors, nous avons pris l'engagement d'abandonner cette pratique. Depuis que nous avons été sensibilisés par ces gens, depuis lors, nous avons pris conscience et avons décidé d'aller vers l'abandon. Et nous veillons à l'application de cette décision, et cela jusque dans les autres villages voisins.
C'est aussi le cas à Djidima et Sefa dans la région de Sédhiou. Notre santé et notre paix nous préoccupent beaucoup. C'est pourquoi nous avons décidé d'abandonner aussi bien l'excision que les mariages précoces. Après de multiples réflexions et un moment d'hésitation, nous nous sommes dit pourquoi ne pas appliquer cet interdit, pourquoi violer la loi. C'est ainsi, donc comme en accord avec nos époux, nous avons pris la ferme décision d'abandonner la pratique de l'excision. La répression, les séances de sensibilisation et l'argumentaire médical sont entre autres facteurs supposés être des éléments qui ont amené les communautés à commencer à abandonner la pratique de l'excision. Néanmoins, des poches de résistance existent dans certaines cités religieuses et auprès de certaines communautés très rattachées à leurs coutumes. C'est ce qui utilise donc cette situation de corrélation entre la religion musulmane et l'excision sont en train de tromper beaucoup de gens et l'éveil de confiance est en train de se faire. Nous savons que les communautés mandingues sont souvent réticentes par rapport à l'abandon de leurs traditions. Certes, il y a des traditions positives, mais il y a aussi des traditions néfastes. Les populations du sud du pays qui ne pratiquaient pas l'excision faisaient l'objet de stigmatisation. Mais depuis un certain temps, les membres de ces communautés subissent de moins en moins ces blâmes, car disent-elles, elles ne sont pas les seules à être indexées, d'où ces pas de danse. Comment renforcer les capacités des professionnels des ressources humaines? L'objectif visé de mutualiser leurs forces pour l'intérêt de leur entreprise respective. Pendant 2 jours, ces professionnels ont réfléchi sur des questions relatives à l'environnement des ressources humaines. Là-dessus, nous écoutons Abdoul Alpha Dia, secrétaire général des professionnels des ressources humaines. Il est au micro de Cheikh Anta Diop et membre rentrée des classes, une période où la vente des livres connaît une influence. Nous avons fait un tour chez un vendeur de livres de seconde main et du nom Toumar Sarr. Il estime que ces affaires ne marchent plus comme auparavant. Il dénonce la multiplication des bibliothèques numériques. Pour lui, ce fait nouveau affecte leur commerce. Un reportage signé Aminata Mbaresso et Diafaraba. C'est une cantine nichée à Grand Yoff, un quartier populaire de Dakar. Omar Seck se souvient des bons moments, l'époque où il gagnait beaucoup d'argent avec ce commerce. La vente des livres de seconde main ne me rapporte plus grand-chose. Peut-être que c'est lié à la multiplication des éditions numériques. Aujourd'hui, le contexte est tout autre. La vente des livres de seconde main n'aurait plus son nom. Les bibliothèques numériques, entre autres facteurs évoqués. Même pour les œuvres programmes que je propose ici, j'ai noté une forte baisse de la clientèle. Les écoliers utilisent plutôt l'Internet pour la plupart des livres. Pour la prochaine ouverture des classes, les parents se font encore désirer. C'est le cas dans cette cantine où le propriétaire dit n'avoir pas encore vu de clients venus préparer l'ouverture des classes prévue en début octobre. La page des sports que nous démarrons avec l'Afrobasket masculin en 2017. Les Lions du Sénégal qui assurent 3 victoires sur 3 matchs, 3 victoires sur 3 matchs à domicile. Les Poulains de Porfirio Fissac de Diego, donc vainqueurs de leur poule. Ils vont continuer la compétition à Tunis. Certainement, dans quelques instants, Pape Faraning sera en ligne, en direct du stadium Marius Ndiaye. Il n'est pas encore sur place, justement du côté de Marius Ndiaye. Il y a des commerçants et vendeurs à la sauvette satisfaits de ce VSD d'Afrobasket. Les chiffres d'affaires sont conséquents. Ils affichent le sourire, comme vous pouvez le remarquer dans ce reportage signé Mohamed Diong et Diafaraba. Les vendeurs se trouvant aux alentours du stadium Marius Ndiaye trouvent leur compte dans la co-organisation de l'Afrobasket 2017. Les affaires marchent bien pour nous. Dieu soit loué et nous leur souhaitons beaucoup de succès et qu'ils remportent la coupe. De l'autre côté, les supporters. Ces derniers sont venus avant l'heure du match. Malgré la chaleur, ils patientent pour acquérir leur ticket.
Oui, c'est une bonne équipe. Nous devons aller jusqu'à en finale. Inch'Allah. Franchement parler, c'est une bonne équipe quoi, parce que voilà quoi, on a, bon en fait, selon moi, on n'a jamais eu une équipe comme ça. Et donc voilà quoi, nous avons espoir et nous avons foi en espoir à cette équipe. Et donc nous le soutenons éventuellement, voilà quoi, et tout en espérant qu'ils vont prendre l'espoir de trophée ce genre de choses. Concernant les tickets, j'ai entendu que ça varie de 1000 francs, bon, à 1000 francs et 2000. Donc c'est ça que j'ai entendu quoi. L'engouement des hommes et femmes s'accentue et les quelques vendeurs trouvés sur place espèrent une victoire du Sénégal. Cette équipe masculine qui a déjà obtenu 2 victoires en autant de sorties. Voilà, nous allons au stadium Marius Ndiaye. Pafara Ning est en ligne. Pafara, bonsoir. Bonsoir, Castian. Alors, Pafara, les Lions ont dit au revoir au public de Marius Ndiaye de fort belle manière. Oui, effectivement, les Lions ont fait carton plein, cher Tidiane, à 80 à 49. À chaque fois, les Lions donc marquent près de 80 points. Et aujourd'hui, en communion avec le public, le coach même l'a dit, Porfirio de Fisac, c'était un match de revoir pour un peu rassurer le public. Mais on a vu quelque temps, donc les Mozambicains ont posé quelques difficultés aux Lions, donc par rapport à leur système défensif. Mais Porfirio a su donc gagner cette rencontre avec ses intérieurs et aussi ses extérieurs qui ont marqué beaucoup de points avec des tirs primés. Mais on peut dire que le Sénégal actuellement en bloc. Les joueurs aussi l'ont dit, c'est maintenant 0 point. Tout est à jouer là-bas en Tunis, donc prendre match après match. Et ils l'ont dit, hein, leur objectif c'est de gagner cet Afro-Basket. Beaucoup de joueurs me l'ont confirmé, mais ils vont prendre match après match. Donc en attendant, les Lions vont devoir vont quitter donc ce soir Dakar pour Tunis, un peu s'acclimater, avoir donc des repères là-bas pour pouvoir bien démarrer. Mais peut-être les Lions vont rencontrer l'Angola ou Centrafrique qui s'affrontent actuellement sur Tiga. Voilà donc le vainqueur de ce match Angola-Centrafrique sera l'adversaire du Sénégal en quart de finale à Tunis. Merci Pape Farani. En football, Mbour Petite Côte remporte la Coupe du Sénégal. C'était en derby mbourois puisqu'il rencontrait le Stade de Mbour. Le score du match 1-0, but signé Benoît Toupane, élu meilleur joueur de la finale. Mbour Petite Côte qui va représenter le Sénégal en Coupe CAF cette année. Compte rendu de ce match signé Habib Faye et Mardien. Et de 2 pour le département de Mbour. Les joueurs de Badara Sarr se sont qualifiés pour la Coupe de la Confédération africaine de football en remportant la finale de la Coupe du Sénégal contre le Stade de Mbour. C'était une finale qu'il fallait jouer dans le fair play pour rendre hommage aux victimes. Aujourd'hui, on a gagné. Les meilleurs joueurs de la finale se réjouissent de leur titre. Ça fait plaisir franchement parce que ça fait longtemps que je cherche la Coupe du Sénégal. C'est le seul coupe qui me restait ici au Sénégal pour gagner. Parce que j'avais gagné la champion en 2008, Coupe de la Ligue 2009. L'entraîneur du Stade de Mbour s'en désole de la défaite et félicite l'équipe adverse. On ne peut pas espérer gagner des matchs si on ne marque pas de but. Donc voilà, bravo à Mbour Petite Côte et mes encouragements au Stade de Mbour. Par contre, le président est de tout cœur avec Mbour Petite Côte dans leur aventure africaine. Que le Stade de Mbour sera derrière eux. Pour les aider, on va les pousser à aller le plus loin possible en Coupe d'Afrique. Le football est en marche selon le ministre du Sport. Le football au Sénégal est gagné parce que la finale Coupe du Sénégal, moi, la compétition bobu amna, ñu football fait petit réumi. Et bla bobu amna fi benen finale junior, finale cadet amon na. Lolu yep mom moy woné né fédération mu ngi liggéey li mu mën pour développer football fi ci biir réew mi. Pour rappel, la finale cadette est remportée par Mbour Petite Côte sur le score de 5-0 contre Oslo FC de Dakar. En junior, Casa Sport a battu Ndangan FC 3-1. La finale des dames a vu la victoire de Médiour 4-0 sur Kaolack FC.
Habib Faye, merci. Nous parlons à présent d'escrime. Lion Fencing, c'est le nom du camp d'escrime organisé à l'intention des élèves. Ils sont des centaines à être initiés à ce sport. L'objectif visé est de vulgariser cette discipline jusque-là à juger un peu élitiste. Les détails avec Ibou Diouf et Moudou Diop. D'escrimeur en herbe, ce camp Lion Fencing, initié par des experts de la discipline, l'objectif est de donner à ces jeunes les connaissances de base pour la bonne pratique du escrime. On peut les initier à se déplacer, on peut savoir comment attaquer et se défendre un tout petit peu. Mais pour avoir une bonne base avec eux, il faudra après une bonne suivi pour une bonne base. Multiplier les initiatives pour une meilleure vulgarisation du escrime au Sénégal, une discipline jusque-là jugée peu élitiste. L'escrime, c'est une discipline qui est pratiquée par la classe un peu plus supérieure, hein, parce que, comme on dit, c'est une discipline noble. Mais contrairement ici, en Afrique, je dirais, même pas au Sénégal, mais en Afrique, c'est tout à fait le contraire. Ce qui fait que nous, on ne peut pas prétendre à un développement de l'escrime africaine, hein, puisqu'il y a cette contraste-là, ce qui fait que il faut qu'on essaie de changer un peu la politique, c'est-à-dire essayer de vulgariser l'escrime. C'est l'essentiel. L'escrime du Sénégal est en train de mourir et je me suis dit pourquoi pas venir sur mon pays et essayer d'aider les jeunes et surtout les jeunes de 7 ans jusqu'à 14 ans. Pour 4 ans et 5 ans, on peut avoir des Olympiens. C'est la deuxième édition que j'ai fait. On a que des jeunes qui sont ici et ils aiment bien le sport. Ces jeunes venus en masse se félicitent de l'initiative. Ils repartent tous avec de bonnes connaissances d'escrime. On a appris à faire des fentes puisque l'escrime n'est pas un sport très connu au Sénégal. Aujourd'hui, on est en compétition et on s'est vraiment bien amusé. Qu'est-ce que vous avez retenu durant ce camp? Qu'il ne faut pas laisser les bras, laisser tomber et qu'il faut persévérer. Même si on ne réussit pas, on continue et au fur et à mesure, on devient un champion. Lion Fencing, ou ce camp de vacances qui a accueilli des centaines de jeunes pratiquants, tous rêvent un jour de devenir champions. Et pourquoi pas décrocher une médaille olympique. C'était le dernier élément de la page des sports. À présent, le dossier du jour depuis des années. La baie de Anne, plage classée parmi les plus belles du monde durant les années 80, subit les conséquences d'une grave pollution liée à 95% aux déchets industriels. Depuis des années, les projets et décisions se succèdent, mais sans succès probant. Le dernier projet de dépollution était censé débuter en 2017, mais jusqu'à présent, aucune avancée selon les habitants. La baie de Anne, un désastre écologique. C'est un dossier signé Moussangom Mohamedian et Abdoulaye Diallo. Question de vie ou de mort. Une côte érodée, une mer souillée, une plage envahie par les déchets. Du passé glorieux d'une baie classée parmi les plus somptueuses du monde, il ne reste à l'heure actuelle plus que des souvenirs. Fii nga toog tey ak distance am bi nga xamee ne moo kër yi minimum mënoon na presque 12 à 1500 mètres. dañ naan tax nit daanu ci biir ndox bi nga may ko loxo mu jóg te yërëm du tax mais tey jii boo fa daanoon tey boo génnee musiba ñi la si yëre di mel ñun sama yëre bi ñu loolu lay mel. Les plus grands footballeurs de Hann, ils n'ont pas appris ça au terrain de football, à jouer au terrain de football, mais ils ont appris à ce qu'on appelle Pérébi. Des années que Matar Diaw alarme et s'active comme plusieurs autres mouvements associatifs pour stopper la dégradation de leur lieu de vie. Si la baie de Hann est aujourd'hui symbole d'une catastrophe environnementale, il sait que cette situation est en majeure partie liée à l'industrialisation. La plupart de ces industries versaient des eaux usées sans pré-traitement, des eaux des fois chimiques, des eaux des fois bactériologiques, qui réchauffaient vraiment l'habitat marin et qui ont détruit les zones de fayère. Ndox boobu dañ ko samp téew mu dem ba ci biir géej yaa ngi dégg man dem naa fa tëmbal gaal topp ba fi mu reyee jën foofu ba mu fa ma reyee jën wi di miir di teer. yenn sorti yi am fii yëpp boobu daal li fay xel li man gisuma ko man moo gën a grave ndox boobu. Et la pêche, secteur jadis florissant dans cette zone extrêmement poissonneuse, en subit les conséquences de plein fouet.
Une biodiversité marine menacée, une réduction des ressources halieutiques, mais aussi d'immanquables conséquences sanitaires dues à cette pollution. La plupart des enfants qui naissent ici sont victimes de maladies cardiovasculaires, de maladies pulmonaires. fi la ñuy footballé góor géej gaa ngi nii fi la ñuy footballé fi la ñuy defee seen lépp nawet bi moom bul wax parce que day di n'importe quoi moo fi am. Il y a aussi un autre facteur, les déchets de toutes sortes visibles sur les 14 km de plage. Nous sommes dans une cuvette, dans une commune où il y a ce qu'on appelle la baie de Hann. Il y a une forme de cul-de-sac où pratiquement nous recevons pratiquement tous les déchets qui nous viennent d'ailleurs. waaye fi mu nekk problème salté bi dina tax fi mu nekk boo ko def day guuf day koy puuk ba doo mën a dem bu fukki nit doon wàcce gaal tey fi mu ne ñaar fukk ñu woon si jàpp pour wàcce gaal. avant tabaski bi rek lañ fi mujj mais xoolal dañoo bale ba pare dajalewaat taxul ñu tonni ko oto bi day ñëw day jël lu mu mën lu ci des mu bàyyi ko fi mënu yóbbu lépp. Autre aspect, le défilé permanent entre la plage et les maisons riveraines. À défaut d'un véritable système d'assainissement, la mer constitue le réceptacle des eaux ménagères. On n'a pas le choix. Vraiment, on n'a pas le choix. Il se trouve qu'il n'y a pas de rigole, il n'y a pas des tuyaux ici. Au niveau du village traditionnel, effectivement, il n'y a pas de réseau traditionnel. Il n'y a pas de réseau d'assainissement. Canal la ngi nii sa gannaaw dañ ko fi doon defoon mais dañ ñëwoon bu ñu si def branchement clandestin mais man c'est que gis naa ne branchement clandestin yoo xam ne ay toilettes sax branché nañ ko si léegi. Il y a un projet d'assainissement, un projet de restructuration qui va prendre en compte toute la problématique de l'assainissement. Un projet encore poussif depuis les années que dure le problème, tout comme les initiatives pour maîtriser les dégâts environnementaux, conseil interministériel, déclarations politiques et surtout une multiplicité de promesses et de décisions gouvernementales qui tardent à se faire ressentir. L'État est en train de faire ce qu'on appelle le projet de dépollution de la baie de Hann. Mais malheureusement, ce projet, depuis 2009, on en parle, mais nous ne parvenons pas encore à voir les fruits. Pendant ce temps, la baie de Hann, elle se meurt peu à peu. L'espoir est encore permis, même si le rêve d'amélioration s'éloigne de plus en plus pour certains. Pour nous, fi mu ne mu dellu si waat na mu meloon moom dina jafe. Moussa Ngom, merci. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.